Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Chloé Bloom. Entrepreneuse et grande voyageuse, Chloé nous livre dans cet épisode un témoignage d'une rare sincérité. Comment a-t-elle fait face à une quête de perfection qui a marqué sa vie ? Quand j'étais même au collège, si j'avais des notes en dessous de 17, je pensais que mes parents allaient ne plus m'aimer. Que c'était genre inenvisageable pour eux et que j'allais tellement les décevoir qu'ils auraient plus envie de moi à la maison. Une quête qui l'a poussée à devenir la femme qu'elle estimait parfaite. Elle s'est investie dans le sport, l'alimentation et même au-delà. Mais tu vois, pour parler de la chirurgie esthétique par exemple, c'est un de mes plus grands regrets. Si j'avais su plus tôt à apprendre qu'en fait j'ai pas de problème et que c'est la société dans laquelle on a qui a un problème, je serais jamais passée par cette étape. Elle partage aussi ses moments difficiles et ses doutes. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des pensées sombres comme ça, d'avoir juste envie que tout s'arrête, de fermer les yeux et que tout s'arrête, de rentrer là-haut. Et ces moments-là, tu te sens tellement seul parce que tu sais que personne va comprendre ce qui te traverse. Personne, même si tu l'expliques, personne va te comprendre. Malgré tout, Chloé nous dévoilera surtout comment elle a réussi à retrouver l'équilibre et apprendre à s'aimer en se reconnectant à son harmonie intérieure. La reconnexion à ce qui fait sens pour nous, elle se situe dans la vie de tous les jours. Elle se situe pas dans des bouquins des persos ou autres. C'est comment, dans la vie, petit à petit, tu vas être capable d'exprimer un peu plus une petite part de toi que tu essayes de refouler la plupart du temps. C'est un témoignage intime d'une femme forte qui a su remettre en question sa vie pour trouver l'épanouissement et l'alignement. Un témoignage qui va te surprendre et te faire te questionner, c'est certain. N'oublie pas de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, cela te prend 2 secondes et cela soutient ce podcast. Et tu peux également trouver les vidéos pépites de cette interview sur mon Instagram, Oser by Nico. Bonne écoute. Salut Chloé, comment vas-tu ? Salut Nico, je suis ravie d'être là, merci, ça va très bien. Eh ben, moi, franchement, ça me fait quelque chose de t'avoir aujourd'hui parce qu'on en parlait juste là. Ça fait 1 an que je t'avais approché au Salon Zen pour une interview de podcast. Et 1 an plus tard, tu es là. Et je suis ravie. J'ai eu le temps de lire ton livre, de continuer à suivre ton parcours. Et tu as un parcours inspirant. Et tu fais partie des gens... On va parler aujourd'hui de l'amour de soi. De l'amour tout court peut-être ? Oui, aussi. j'espère. Et j'ai envie de te dire que... moi qui suis en plein dans une séparation, en termes d'insécurité, je suis pas mal. Et du coup, ton livre m'a fait beaucoup de bien. Et voir ce que tu partages me fait pas mal de bien également. Je suis ravie. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Qui es-tu, Chloé Bloom ? Bien sûr. C'est toujours la question la plus difficile parce que c'est toujours compliqué de mettre des mots sur ce que je fais. On se définit beaucoup par notre métier en général dans ces moments-là. C'est toujours difficile pour moi de mettre des mots sur le métier que je fais. Donc, le plus simple, c'est de savoir qu'on peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux sur le nom de Chloé Bloom et que je suis entrepreneur, que j'ai différentes entreprises, différentes activités. Que je suis conférencière, j'interviens, j'ai donc un bouquin, bientôt un 2e, que je suis créatrice du podcast La Vie Suffit, qu'en fait je crée des événements, des séminaires, des formations, des accompagnements, toujours en fait autour d'une même mission, on va dire ça comme ça. Disons que mon job, je crois que c'est d'essayer de planter des graines dans la tête des gens qui le veulent pour se remettre un peu aux manettes, aux commandes de leur vie, transformer aussi leur vie s'ils en ont envie, et surtout élargir un peu leur vie et oser exprimer toutes les facettes de soi possibles. Tu vois, donc je dis toujours que mon job finalement c'est 3 mots, c'est se révéler, rayonner et ensuite pour ceux qui le veulent impacter soi et le reste du monde. Ouais, donc c'est finalement assez large, c'est un message qui est là pour en tout cas s'élever d'une certaine manière, ne pas devenir peut-être la meilleure version de soi-même. Je sais que c'est quelque chose que tu n'aimes pas et je comprends, on va revenir là-dessus justement sur l'amour de soi, mais avant ça, je voudrais savoir quel genre de petite fille t'étais. J'étais une petite fille qui était très 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 rêveuse. J'étais le genre de petite fille qui partait régulièrement à l'école sans son cartable ou en pyjama ou sans ses chaussures, qui était hyper tête en l'air, qui était tout le temps le nez plongé dans des bouquins, en train de dessiner, en train de peindre, en train d'écrire des poèmes. Donc j'étais vraiment branchée hyper dans mes rêves. Du coup, tu vois, j'étais pas spécialement proche de mes frères et sœurs qui, eux, jouaient beaucoup dehors. J'étais vraiment souvent seule et vraiment plongée dans mes rêveries. Ce qui fait que j'étais aussi tout le temps la tête dans les nuages. Donc, les poteaux et les crottes de chien dans la rue, c'était pour moi, tu vois, c'est un peu ça. Mais du coup, j'étais
j'étais aussi bonne à l'école, super appliquée, super envie de plaire. J'étais vraiment, tu sais, jusqu'à très tard, vraiment dans l'archétype de la bonne petite fille sage et de la bonne élève, qui a jamais une faute, qui a jamais une note en dessous d'une certaine note. Enfin, vraiment, j'étais beaucoup là-dedans. J'avais envie de plaire. J'avais vraiment beaucoup envie d'être aimée. J'ai toujours beaucoup craint l'autorité. Et j'avais des rêves plein la tête. Moi, tous mes rêves, c'était de devenir une artiste, de devenir poétesse. C'était créatrice de parfums. Je fabriquais des parfums. Vraiment, j'étais dans mon monde, dans mon univers. Et pas hyper branchée dehors, on va dire. C'est marrant parce que finalement, tu es aujourd'hui dans la création, toujours. Ouais. Ça n'a pas changé. Alors, tu crées pas de parfum, pas encore. Ça ne saurait tarder. Ça reste un de mes rêves. Hein. Mais justement, aujourd'hui, dans cette création, en fait, tu peux faire tellement de choses. Donc, tu es resté connecté à toi, finalement, d'une certaine manière. Je crois que je me suis reconnectée à ça. Je me suis reconnectée à ça parce que j'ai vraiment perdu de vue cette petite fille-là. Parce que tu sais, même si c'est mignon, que c'est des moqueries un peu mignonnes, etc., moi, j'ai quand même reçu pas mal de moqueries sur ça. En fait, quand j'étais petite, le fait d'être tout le temps un peu la tête dans les nuages, d'avoir un peu des goûts de, entre guillemets, précieuses, un petit peu toutes ces choses-là. Et ce qui fait que quand tu grandis et qu'en plus, tu vois, tu vis dans un système et dans un monde où c'est pas vraiment ce qu'on t'apprend. On t'apprend à être efficace, on t'apprend à être fort, on t'apprend à faire beaucoup de choses, on t'apprend à être productif, on t'apprend un peu tout ça. J'ai beaucoup perdu de vue, en fait, ce côté un peu rêveur et ce côté un petit peu... je sais pas si c'est artiste ou créative ou en tout cas très doux, très féminin à l'intérieur de moi. Je l'ai vraiment perdu de vue en grandissant. Encore plus quand j'ai commencé en fait à entrer dans le monde du travail. Au contraire, j'ai complètement basculé dans le monde performance puisque j'étais quand même commerciale. Donc c'était vraiment performance, vente. Avec beaucoup de routes. Donc le week-end, j'essayais de décompresser comme je pouvais dans du sport, dans de l'alcool, enfin tu vois, un peu dans toutes ces choses-là. Tu vivais où ? Je vivais à Lyon à ce moment-là. Okay. Ouais. Enfin, en tout cas, après mes études, je vivais à Lyon. Et j'ai vraiment perdu de vue cette petite fille rêveuse. Et même en devenant entrepreneur aussi au début, honnêtement, quand tu travailles 70 heures par semaine et que tu es en mode go, go, go et tout, j'avais vraiment pas vu ça venir. Et je crois que ça fait peut-être que 2-3 ans qu'en fait, je reconnecte avec ce truc en moi. Je me dis, mais en fait, attends, ça a toujours été là. Les rêves ont toujours été là, la créativité a toujours été là, le côté sensible à la beauté, parce que c'est un truc, tu vois, on en parlait juste quand je suis arrivée, je sais que t'aimes les choses bien faites et tout, le côté sensible à la beauté et à la poésie et à la transcendance et à la notion finalement de spiritualité, parce que c'est vraiment ça a toujours été là, mais j'avais oublié. Et donc je crois que ça fait vrai que 2-3 ans, que depuis en fait que je commence vraiment à parler de ma spiritualité, que je suis dedans en fait, que je reconnecte vraiment avec ça. À l'adolescence, t'avais perdu ça, t'as voulu rentrer dans un moule quelque part ? Complètement, complètement parce que tu vois, j'étais vraiment cette petite fille hypersensible et quand tu grandis dans un cocon familial, ça va, mais dès que tu commences à entrer dans un espace où il y a un peu plus d'inconfort, un peu plus de violence, un peu plus de délinquance au collège ou toutes ces choses-là, ou même au lycée, tu te confrontes aussi à des choses qui sont très violentes. Moi, je me suis confrontée à des choses assez violentes dès le lycée avec les garçons. Ça a été extrêmement violent et même traumatisant pour moi. Donc complètement déconnectée de ça, et au contraire j'ai essayé de rentrer dans le moule et de me dire ok, maintenant il faut que je sois comme toutes les autres filles, que je sois comme tout le monde en fait, que j'aime ces choses-là et que je fasse pas ces choses-là, il faut que je me sociabilise de cette manière-là, il faut que j'évolue de cette manière-là. Donc j'ai complètement essayé de rentrer dans le moule et d'être aimée, oui, pour mes notes, pour mon physique, pour toutes ces choses-là, et jusqu'à très tard. C'est j'avais fait comment on va appeler ça, une session de thérapie avec ma psy sur le sauveur, et il y avait l'archétype du sauveur quand on a été l'enfant parfait, et que c'est pas forcément évident par la suite parce qu'on cherche une sorte de perfection partout, et que c'est pas un cadeau finalement d'être parfait pour ses parents. Enfin, c'est pas un cadeau, il y a pas vraiment de cadeau de toute façon, mais avoir des bonnes notes, être sociable, etc. Enfin bref, c'est pas forcément une chance par la suite parce qu'il y a quand même des choses à réparer. T'as ce sentiment-là, justement, qu'avoir été dans cette perfection, quel blocage ça a pu t'amener par la suite ? J'ai cette sensation-là, et je pense, si je regarde vraiment avec beaucoup de sincérité, que je pense que j'y suis quand même toujours un peu, tu vois, dans cette recherche de perfection et
de oser être imparfait. J'ai beau vraiment l'incarner dans beaucoup de facettes de ma vie, je sais qu'au fond, j'ai toujours cette peur-là par rapport aux gens que j'aime, tu vois. Donc c'est un truc qui revient souvent. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est que quand j'étais petite, donc j'ai été diagnostiquée jeune, voilà, trouble du syndrome autistique, hypersensible, etc. Donc je voyais des psychologues et des psychiatres. Et un psychologue un jour a dit à mes parents, vous savez, votre fille, on a l'impression que elle veut tout réussir, et elle réussit du premier coup parce qu'elle se met énormément de pression et qu'elle est hyper perfectionniste. Le jour où elle vivra un échec, elle vivra ça comme un drame et comme la fin du monde. Et ça n'a pas loupé. Quand on est ultra perfectionniste et quand on ne se définit que par la perfection à travers le regard de ses parents, à travers le regard des gens qu'on aime, le jour où on voit une imperfection chez soi, ou le jour où les autres perçoivent notre imperfection, ou le jour où on vit un échec, quel qu'il soit, même le plus minime, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Et c'est ce qui s'est passé chez moi. Et pour te dire que quand j'étais même au collège, si j'avais des notes en dessous de 17, je pensais que mes parents allaient ne plus m'aimer. Comme une fille allait ne plus m'aimer. Que c'était genre inenvisageable pour eux et que j'allais tellement les décevoir qu'ils auraient plus envie de moi à la maison. Enfin, irrationnel. Moi, mes parents m'ont toujours aimé. Enfin, j'ai, tu vois, des gens super, quoi. Donc, j'avais ça. J'ai eu, par exemple, quand j'ai connu mes premiers échecs amoureux, j'ai vécu tellement de honte. Même quand... j'ai vécu quelque chose d'assez traumatisant avec un homme quand j'étais justement au lycée, où j'ai vécu du harcèlement, etc. Pour moi, c'était un échec. J'ai eu tellement de honte de pas réussir encore une fois dans ce domaine de ma vie, ou de pas être parfaite, ou d'être faillible en fait, que j'en ai pas parlé, tu vois. J'en ai pas parlé. C'était impossible pour moi, j'avais trop honte. Et je pense que plus on tend à se dire les autres, même parce que je corresponds à ce qu'ils attendent de moi, que tout ce qui ne correspond pas aux attentes des autres, on le refoule. Et c'est comme ça que tu sais que soit un jour tu pètes un câble, donc moi ça m'est arrivé de péter un câble dans plusieurs domaines de ma vie, soit tu te sens profondément bouffé, profondément désaligné, inauthentique, ça m'est arrivé aussi dans plein de domaines de ma vie, soit ce qui arrive à certaines personnes aussi, c'est de se réveiller un jour à 40 ans et d'avoir l'impression d'être à côté de leur pompe et de pas être dans la bonne vie, quoi, tu vois. Ouais, tout ce que tu dis me parle tellement, et t'as un passage dans ton livre où je trouve que t'as des moments de vulnérabilité et de sincérité. Franchement, je vais retrouver, parce que je comptais pas en parler tout de suite, mais on est en plein dedans, donc j'ai envie de te dire, allons-y. Tac, ça doit être ce petit... pour ceux qui voient la vidéo YouTube, j'ai plein de petits accroches là sur ton livre. Je trouve... Alors tu vas me dire ce que t'en penses. Vas-y, c'est de toi. Tu dis à un moment donné, j'ai voulu sécher, j'ai enchaîné les régimes drastiques au point de ne plus avoir de libido, de menstruation. J'avais toujours froid, j'étais pâle, mes hormones étaient totalement en vrac, et mon moral également. Je suis devenue sèche, dessinée et musclée, ça n'a rien changé. J'étais terriblement mal dans ma peau, je me répétais sans cesse que j'étais dégoûtante et repoussante. Et t'enchaînes, j'ai également pensé à la chirurgie esthétique pour modifier mon corps en espérant que ça le rendrait plus féminin. À cette époque, je croyais encore que la féminité tenait à l'esthétique, à des normes particulières véhiculées par notre société. La chirurgie esthétique m'a amené sur des chemins bien plus compliqués et douloureux que ce que je vivais auparavant. C'est incroyable. Pourquoi ? Je sais pas. Moi, ça m'a touchée. Parce que ça montre bien à quel point t'es allé loin dans ce perfectionnisme, dans cette attente de toi, en fait. Ouais, je suis allée loin et je me suis fait beaucoup de mal. J'ai des regrets, et au contraire, maintenant, je travaille à accepter ces parts de moi qui étaient blessées aussi à ce moment-là, qui ne voyaient pas les choses de cette manière-là. Mais tu vois, pour parler de la chirurgie esthétique, par exemple, c'est un de mes plus grands regrets. Si j'avais su plus tôt à apprendre qu'en fait j'ai pas de problème et que c'est la société dans laquelle on a qui a un problème, je serais jamais passée par cette étape. Qu'est-ce que t'as fait en chirurgie esthétique ? J'ai fait refaire ma poitrine. Après ma sèche, en fait, j'ai perdu tellement de... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, j'ai entendu, dans différentes relations amoureuses, en fait qu'on ne pourrait jamais m'aimer physiquement et qu'on m'aimerait que pour mon intellect, parce que de toute façon, j'avais pas un beau corps, que j'étais pas belle, que j'étais pas féminine, que j'étais pas jolie. J'ai toujours entendu ça. Tu vois. Ce qui est marrant, parce qu'aujourd'hui, avec juste à peine quelques années de plus, j'entends tous les jours que je suis super jolie sur les réseaux sociaux ou par des proches, et je me dis, c'est quand même incroyable, comme quand t'as des blessures et des traumas, dans ta vie,
tout vient se mettre exactement avec une précision chirurgicale là où ça fait mal et là où il faut bosser. Donc moi, j'ai beaucoup entendu ça. Ce qui fait qu'en fait, je me suis dit, si je veux un jour pouvoir être amoureuse ou être aimée en tout cas par un homme, il faut que je sois exactement comme ce qu'on attend de moi visiblement, à savoir être super musclée, hyper fit, être un modèle en fait de magazine. Je détestais ça, mais je m'étais dit en fait, j'ai pas le choix. Et j'étais jeune et j'avais absolument pas le recul sur toute cette manipulation mentale et compagnie. Donc j'ai énormément séché. Faut savoir même que je mesurais mon taux de masse grasse, tu vois, vraiment, hein, comme un petit fromage, presque tous les matins. Et que du coup, j'étais descendue à un taux de masse grasse autour de 11%. Donc je précise ça parce que c'est dangereux. En dessous de 12%, c'est dangereux. Pour une femme, on n'a plus de menstruation, on n'a plus assez de graisse pour que les hormones fonctionnent bien. Donc j'étais extrêmement sèche, ce qui fait que j'ai perdu toutes mes formes, j'ai perdu mes fesses, j'ai perdu complètement ma poitrine, j'en avais déjà pas beaucoup, j'ai tout perdu. Et j'avais même des excédents de peau, etc. Et donc je me suis dit, je me fais opérer de la poitrine. Mais c'est un immense regret où je vais pas dire que c'est un regret, mais je vais dire que c'est une leçon qui est extrêmement douloureuse encore aujourd'hui, de me dire, regarde ce que je me suis infligé, parce que j'étais pas capable d'accepter ce que je suis, parce que j'étais pas capable de regarder ce que je suis, et parce que je n'avais pas le recul de voir qu'en fait ce n'est pas moi qui ai un problème, c'est la société dans laquelle je suis, où il n'y a pas assez d'amour. On n'apprend pas à s'aimer, on n'apprend pas à aimer les gens comme ils sont, on n'a pas le droit d'être comme on est parce que c'est pas assez, il y a des normes auxquelles il faut qu'on corresponde, mais que ce soit esthétique ou intellectuel, ou de performance, ou de caractère, ou même faut être extraverti pour réussir, enfin un petit peu toutes ces choses-là, tu vois. Donc là on parle juste de la chirurgie esthétique, mais en vrai sur plein d'aspects je me suis modifiée. Sur plein d'aspects, je me suis dit en fait, pour avoir une bonne vie, visiblement, c'est à moi de rentrer dans le moule et c'est à moi de m'adapter. Et tu vois, ça date d'il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais cet été, j'étais en train de manger un soir avec une amie. Et il faut savoir que moi j'ai beaucoup de mal à m'accepter avec mon âge, les années qui passent. Et du coup, depuis 3 ans, j'ai commencé à faire du Botox et de l'acide hyaluronique. Et j'avoue, c'est magique. C'est incroyablement efficace. Et là, j'en ai pas fait depuis 8 mois à peu près. Et je mange avec cette amie, qui est une amie, hein, je la connais très bien, et qui me dit, t'as pas fait de Botox ? T'as vachement de rides là quand même. Et ce genre de phrase, même par des amis, c'est pas évident parce que je lui en veux pas, en vrai, je lui en veux pas. Mais en fait, ça touche moi quelque chose de très profond. La première fois où j'ai fait du Botox, j'avais 24 ans. Et à l'époque, le médecin m'avait dit, franchement, je vous le fais, mais vous en avez pas besoin, vous avez 24 ans. Dès que j'en ai eu un peu plus besoin, passé les 30 ans, je m'en suis pas privée. Et quand on reçoit après ce genre de message, et je pense que tout le monde reçoit à un moment donné, de par la société, que ce soit des amis proches, de la famille ou la société, ce genre de remarques qui nous font « Ah, ouais, c'est vrai ». Et c'est le pire. Et c'est là où je pense vraiment qu'il y a une vraie sensibilisation. En fait, on en reviendra toujours à l'amour de soi. C'est que tous ces gens qui nous... Le mot, c'est pas balancer, c'est juste parce que je suis un peu énervée là que je dis ça, mais tous ces gens en fait qui nous disent ce genre de mots ou de phrases qui peuvent paraître très anodines comme ça et même placées sous le ton de l'humour ou un peu enrobées de miel et de licorne et tout ça qui passe, mais en réalité qui sont des poignards pour nous et qui font extrêmement mal. Je te le dis, moi j'ai commencé cette sèche et j'ai voulu faire de la chirurgie, je me suis mis ça en tête juste après avoir entendu une phrase de mon ex qui disait tu sais quoi Chloé, et pourtant dire que j'avais même réussi à aimer ton corps, tu retrouveras plus jamais un homme qui y arrivera. Ça peut être une phrase où tu dis oui, bon, allez, c'est bon, on s'en fout. Moi c'était pas le cas, je m'aimais déjà pas. Tu vois, donc ça a juste appuyé là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment donc cette sensibilisation à faire où tous ces gens qui nous envoient ces phrases-là, c'est des gens qui projettent sur nous en fait leurs propres insécurités, leurs peurs et ce que eux jugent d'acceptable ou de non. Et finalement, tu sais, ça en dit très très long sur ce que eux pensent être aimable ou non. Donc ça en dit très long sur ce qu'ils pensent qu'ils doivent être pour être aimés. Donc en fait, ces gens-là, c'est rarement méchant. Bon, parfois ça l'est, mais c'est rarement méchant quand même. C'est juste une projection de leur capacité à s'aimer eux-mêmes et à s'accepter comme ils sont. Et tout le monde dans notre entourage, et même nous, on passe notre temps à projeter ça sur les autres, à se dire en fait, toi t'es comme ça, en fait t'es pas assez, tu devrais plutôt être comme ça parce que c'est le seul moyen de t'aimer.
Donc on fait tout ça à longueur de temps. Ah, faudrait que tu perdes un peu de poids. Ah, faudrait que je sois plutôt comme ceci. Faudrait que je m'habille comme cela. Faudrait que je parle comme ceci. Que je sois un peu plus douce. Et puis que je me tienne comme ça. Et puis toutes ces choses-là, c'est juste des projections de leur incapacité à s'aimer. Toutes les phrases et les jugements qu'on porte sur les gens de t'es pas assez ceci ou t'es trop cela, c'est une projection du désamour qu'on porte à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est que ça. Comment t'as fait, du coup, à un moment donné, pour switcher et commencer à aller vers l'amour de toi et l'acceptation ? Alors, je sais pas s'il y a eu un vrai switch. Tu vois, on me demande souvent si j'ai eu un déclic. Je crois que j'ai pas eu de déclic. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure et je suis toujours dedans et ça continue. C'est vraiment un travail de tamis. Hein. Tu passes vraiment les choses au tamis. Tu te passes toi-même au tamis tout doucement puis t'en retires de plus en plus que la fine poudre pour atteindre ton authenticité. C'est vraiment un travail de long terme en douceur. Mais je crois que le plus gros moment en fait qui m'a fait me dire en fait, vas-y, c'est bon, stop. C'est le jour où j'ai eu la sensation d'avoir tout perdu. Alors c'est toujours un moment délicat pour moi, c'est que c'est un jour où je ravageais mon corps justement avec les régimes, avec le sport. J'étais épuisée, je me ravageais au travail pour essayer d'avoir la reconnaissance de mes supérieurs et de mes parents également parce que j'avais un poste à responsabilité, j'étais salariée, donc je suis quand même allée jusqu'au burn-out. Et c'est des moments où je mentais à beaucoup de mes proches, en tout cas dans mes amis, et notamment mes meilleures amies, pour qu'elles soient fières de moi, pour qu'elles m'apprécient, pour qu'elles m'aiment, pour que je colle à leur image, en tout cas à ce qu'elles attendaient de moi, alors qu'en fait elles attendaient rien de moi, hein, mais c'était ce que je pensais. Tellement je m'aimais pas, tellement j'avais aucune estime de moi, aucune confiance en moi, et j'étais incapable de m'aimer comme j'étais. Sauf qu'il arrive un jour où ton corps explose, ton travail explose parce que de toute façon, t'en peux plus, burn-out, tes relations explosent parce que tout le monde se rend compte qu'en fait, tu mens et que tu manipules, mais ça, c'est juste parce que t'es incapable de t'aimer, que tu mens et que tu manipules tout le monde. Et donc, tu souffres, et tu souffres, et tu souffres, et un matin, tu te réveilles, et en fait, tu te rends compte que t'es pas bien où t'es. T'es pas bien où t'es, t'as plus rien, tu te sens plus bactère, les gens te font plus confiance, tu t'aimes pas, t'es incapable de t'aimer, t'es incapable d'être aimé et d'aimer les autres. En fait, c'est plus possible de continuer comme ça. T'étais sur les réseaux déjà ? Ouais, j'étais déjà sur... Ouais, mais alors j'avais un tout... Tu vois, je bossais pas du tout là-dessus. C'était vraiment, je postais juste 2-3 trucs de temps en temps, j'avais peut-être 10 posts Instagram, tu vois, c'était quelque chose comme ça. Mais ça a été un moment douloureux, j'ai vécu plusieurs heures de séquestration, c'était un moment vraiment difficile pour moi. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que t'as deux choix. C'est soit je continue comme ça, et puis ma vie de toute façon ne me plaira jamais, soit je prends les choses en main. Et j'ai toujours été éduquée à avancer aussi dans le courage et à me dire en fait, c'est moi qui décide de ce que je veux dans ma vie. Et je me suis dit en fait, c'est terminé. Je veux plus être comme ça. Je veux plus mentir à propos de moi parce que je ne m'aime pas. Je veux plus mentir à propos de moi quand je rencontre des hommes pour être aimée ou faire semblant de séduire ou je sais pas quoi. En fait, j'ai envie d'être moi, c'est terminé maintenant. J'en ai fini avec le fait de m'adapter, j'en ai fini avec le fait de mentir à propos de moi, j'en ai fini avec le fait d'enjoliver la vérité parce que je la trouve pas assez belle à propos de moi. Et c'était un matin en pleine semaine, je m'en rappelle encore. Et depuis, tous les jours, je me lève en me disant je vais dire la vérité à propos de moi aujourd'hui, même si ça va déplaire. Et ensuite, j'ai rencontré mon compagnon et tout de suite, ça a été toutes les cartes sur table, c'est à prendre ou à laisser. Tout de suite, carte sur table, il n'y a même pas d'histoire de séduction. Je te dis tout à propos de mon passé, de ce que j'ai pas fait de bien, de ce que j'ai fait de bien, de toutes ces choses-là. On joue carte sur table, j'arrête de mentir et d'enjoliver la vérité à propos de moi-même parce que je veux pouvoir aimer qui je suis et je veux pouvoir vivre dans la vérité. Là, tu parles des dualités, en fait. Ouais, exactement. Des dualités d'ombre et de lumière qu'on a tous en nous. Et t'en parles très bien. Alors, il y avait 2 passages que je voulais te lire. Ouais. Tu vas en plein dedans. Donc, je te facilite les choses, très bien. Écoute, allons-y, parce que je le re-regardais hier et quand je suis retombé sur ce passage, je me suis dit quand même. Et tu vois, c'est marrant parce qu'en plus, je te parle de ça, mais à cette époque, moi, je faisais pas du tout de développement personnel, je connaissais rien à la dualité et tout ça. Toutes ces choses, j'en ai pris conscience dans la vie. C'est pour ça que je dis toujours que la vie suffit. C'est quand même pour ça que c'est le nom de mon podcast aussi. J'avais conscience de absolument tout ça. C'est bien plus tard que j'ai mis des mots sur des choses que je ressentais, que je voyais, que je vivais et que je pensais. Et je m'étais dit, cool, c'est bien, j'avais pris le bon chemin et tout se confirme. En effet, cette acceptation des parts d'ombre et tout.
Tu dis, je vois en moi du narcissisme, une envie de briller, de l'autoritarisme, une facette colérique, une égocentrique. Longtemps, j'ai voulu supprimer ces parts de moi parce que je les jugeais indignes d'amour, inacceptables. J'ai commencé à cheminer dans le développement personnel pour devenir une meilleure version de moi-même. Et comme tu dis, un personnage de plus en plus lumineux, jusqu'à que je comprenne que ce chemin ne mènerait que vers la souffrance, le désamour de moi, l'exigence et le mensonge. Ouais, et je le pense toujours. Ouais. Et je le pense toujours. Et aujourd'hui, je suis complètement à l'aise avec le fait de dire que oui, je suis égocentrique, que bon, bah, ça peut être désagréable comme ça peut être agréable. Je pense que je ferais pas ce métier si j'étais pas égocentrique. Je vois toutes ces choses en fait en moi. Et aujourd'hui, avec celle que je cite, je suis en paix. Parce que je sais que si ça existe, c'est que, comme dirait Frank Lobvet, leur opposé existe également. Et que ça fait partie de moi et que j'ai rien à faire pour changer, pour être aimée. Effectivement, j'ai pas envie d'exprimer ces parts-là de moi de manière abusive dans mon quotidien pour faire souffrir les autres et pour me faire souffrir moi-même. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis assez en paix pour pouvoir cohabiter avec elle. Vraiment, c'est de la coloc, en fait. On s'entend bien. Je discute avec elle quand j'en ai besoin, elle me serve quand j'en ai besoin, on fait un peu la teuf de temps en temps, c'est cool, ça me sert à quelque chose, et c'est qui je suis en fait, c'est ce qui se passe dans ma maison, c'est qui je suis. Donc tant que j'essaye de changer ça de moi et de réprimer ces parts de moi, je suis en train de me mentir, je suis en train de faire comme si ça n'était pas vrai, et c'est la plus grande trahison qu'on puisse faire en fait, se trahir soi. Je veux pas. Je veux vivre dans ma sincérité, et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, je crois que le seul moyen de changer sa vie et de commencer à s'aimer et de commencer à prendre des décisions qui soient meilleures pour nous, pour nos relations, pour notre métier, pour notre hygiène de vie, c'est de commencer par être sincère à propos de soi. C'est de la sincérité radicale, c'est d'être capable de se regarder avec une immense sincérité, de voir toutes ces parts-là de soi, d'arrêter de vouloir devenir une meilleure personne, une personne plus lisse, une personne qui a plus de défauts, parce que là on retend dans le perfectionnisme et dans le « je veux être parfait pour être aimé », sauf que c'est encore plus vicieux parce que c'est un petit arrangement de l'ego de « non mais je change vraiment, ça c'était avant que j'étais comme ça ». Et juste, ok, bah en fait c'est là. Comment est-ce que je peux bien vivre avec ? Comment est-ce que je peux l'aimer ? Comment est-ce que je peux les exprimer de manière équilibrée ? Et puis ça roule. Et c'est comprendre aussi, tu vois, quand tu parles égocentrique, je trouve que c'est un mot un peu fort, mais c'est cette idée en tout cas d'avoir ce besoin de briller. Et en fait, il faut bien des gens qui brillent pour passer des messages, pour exister, si tout le monde était dans son coin à ne pas aimer parler en public, être pris en photo pour passer des messages ou faire des vidéos comme tu le fais, ben finalement il y aurait pas alors j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin tous ces créateurs de contenu, je veux dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc il en faut des gens qui aiment ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, et honnêtement, si on n'était pas un petit peu égocentrique, on ferait pas ces métiers-là. Et surtout, je crois qu'on est tous un petit peu égocentriques au fond, et que même les gens qui vont dire « ils sont super égocentriques », c'est des gens qui sont pas à l'aise avec leur propre égocentrisme et qui sont pas capables de le reconnaître. Et encore une fois, si je suis égocentrique, l'opposé est tellement vrai aussi, qui est que j'adore les gens, j'aime les gens, je suis aussi altruiste, et encore une fois, sinon je ferais même pas ce métier-là en fait. Donc ça va hyper bien ensemble. Totalement. Et ça, c'est comme la timidité. Oui. La timidité, il y a ce côté, alors je connais pas toutes les parts de timidité, mais j'avais lu cet article qui expliquait que quand on est timide, c'est aussi parce qu'on a peur d'attirer l'attention des autres. Or, tu rentres dans un restaurant, t'as peur qu'on te regarde, t'es un peu égocentrique, hein, excuse-moi, mais bon. Parce que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en tape. Je suis trop d'accord avec toi. En fait, la timidité, moi, je vois ça vraiment comme un masque. La timidité, c'est pas du tout un trait de personnalité. Ça fait vraiment partie des masques et des personnages qu'on joue un peu pour éviter d'être sincère à propos de soi. Donc pour moi, la timidité, c'est une stratégie de, en fait, je vais me mettre dans la peau du timide, où je vais jouer le timide et je vais ressentir le timide. D'ailleurs, en général, on n'a même pas conscience qu'on est timide. Je vais ressentir tout ça et je vais mettre ce masque du timide. Ça va m'éviter de prendre le risque d'exposer qui je suis vraiment. Donc par exemple, si je considère que je suis pas intéressant, ça va être plus facile d'être timide pour éviter d'exposer le mec pas intéressant
dans une conversation et de prendre le risque d'être vu comme pas intéressant, tu vois. Donc en fait, c'est plus facile de jouer le timide. C'est pour ça que je dis toujours aux gens timides, il y a un tout petit travail d'oignon à faire, on enlève une petite couche de l'oignon. C'est quoi qui se cache dessous que vous n'aimez pas, et du coup, hop, on met ce masque de la timidité. Et en effet, quand on est tellement focalisé sur le regard de tout le monde, on est persuadé que tout le monde nous remarque, nous regarde, tout le monde va nous juger, enfin, à moins d'être les pieds sur une scène avec des milliers de personnes, et encore, tout le monde s'en fout complet, en fait. On s'en fout. Tout le monde est focalisé sur son petit nombril, hein, en vrai. Ouais, donc totalement. Voilà. Comment tu t'es retrouvée à créer du coup cet Instagram qui aujourd'hui est Chloé Bloom sur les réseaux, la Bloom Academy, c'est-à-dire que on part quand même de Chloé qui est à Lyon, qui se fait chier dans le côté commercial, qui se fout une pression de dingue, à aujourd'hui une Chloé épanouie qui voyage, qui est une businesswoman, qui est libre, en tout cas géographiquement, oui. et qui vit entre le Mexique, Bali, Paris. Comment on arrive à là, en fait, dans justement en apprenant à s'aimer et sûrement en partageant, comment on se retrouve ensuite à aller vers ce chemin ? En prenant des décisions qui sont plus alignées avec ce que j'ai envie d'expérimenter dans cette vie, tu vois. Moi, je suis convaincue qu'on est venu dans cette vie pour vivre. C'est le but de la vie. C'est d'expérimenter ce qu'on veut expérimenter, avec tous nos sens, avec nos expériences de vie, avec nos relations, etc. Donc, bon, la vie est quand même un peu courte, donc j'ai envie d'expérimenter une vie alignée avec ce que j'ai envie de vivre, avec ce que je ressens, avec qui je suis. Et j'ai ce truc depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis vraiment petite, j'ai une envie folle de vivre une vie qui soit authentique et qui soit juste et qui soit alignée et qui soit... profiter de la vie, tu vois, j'ai vraiment cette envie folle de profiter de la vie. Du coup, quand je suis dans ce moment-là à Lyon où en effet je m'ennuie, je cours au burn-out, c'est difficile, je me jette dans des relations amoureuses toxiques parce que j'ai aucune estime de moi, enfin un petit peu toutes ces choses-là, je me dis ok, c'est fini, j'arrête de mentir, maintenant voilà qui je suis, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà mon passé, voilà mes ambitions, donc j'exprime un petit peu tout ça. Et en plein milieu de mon burn-out, je donne ma démission. J'ai été en arrêt maladie pendant plusieurs mois et je me dis en fait, moi ça fait un moment quand même que je partage tous mes trucs de fitness, mes entraînements, mes plats, mes recettes et tout sur Instagram, ça plaît, les gens aiment ça. J'ai déjà moi-même des programmes pour l'alimentation et pour le fait de prendre soin de soi avec les huiles essentielles, la phytothérapie et tout, que je fais pour moi et que je vends à mes potes quand ils me le demandent ou à des gens que je connais. Et là, j'ai un ami qui me dit « Écoute, Chloé, tu peux en vivre en fait de ça. Il faudrait simplement que tu apprennes à le vendre plus largement. » Et donc, c'est un petit peu comme ça que l'aventure a commencé. 1 an plus tard, mon chéri, qui est expert comptable, se reconvertit aussi. Lui, il se lance dans sa voie. À l'époque, c'était vraiment dans le sport. Et puis, on se dit « Mais en fait, attends, on a des jobs qu'on peut emmener un peu partout sur notre dos. Est-ce qu'on partirait pas voyager ?» Et moi j'ai toujours voulu voyager, j'ai habité à l'étranger quand j'étais plus jeune avec mes parents et j'ai toujours voulu voyager ensuite, sauf que je me suis toujours dit c'est pas pour moi, ça me sera jamais accessible parce que moi j'aurais jamais l'argent pour le faire, j'aurais jamais le courage de le faire et je sais pas faire, j'avais pas assez confiance en moi, j'avais pas les ressources et je me suis toujours dit le voyage de toute façon c'est que pour les riches, c'est que pour les gens qui ont vraiment beaucoup les moyens, qui peuvent, je sais pas, je voyageais pas ensuite, tu vois, dès que je suis devenue salariée je voyageais plus du tout. Et je m'étais mis en tête que de toute façon, ça serait pas pour moi, que je verrais jamais l'autre bout du monde en fait. Je verrais jamais une plage avec des cocotiers. T'es partie avec beaucoup de croyances quand même. Ah ben, non mais, tu vois, si je te dis ça, c'est vraiment pour te montrer que même des fois, quand on a une super éducation ou que même on a l'impression d'avoir une super vie, en vrai, on part tous de loin. On part tous de loin, tous plus ou moins loin. On part pas tous avec le même sac à dos dans la vie, bien sûr, mais on part tous de plus ou moins loin avec les croyances. Enfin, quand on... C'est des plafonds de verre en fait qu'on se met pour tout en fait. Donc moi je pars de là puis je me dis mais en fait attends maintenant qu'on peut emmener notre travail sur notre dos, est-ce qu'on partirait pas voyager ? Moi j'ai envie de voir ce qui se passe à l'autre bout du monde et puis je sens que j'ai d'autres choses à explorer, qu'en tout cas je me sens pas à ma place ici. Et ça a été aussi quelque chose d'assez prégnant dans ma vie pendant longtemps, c'est que je me suis souvent pas sentie à ma place. Tu vois, depuis que je suis petite j'ai eu souvent un sentiment de je suis sûre qu'il y a un endroit où il y a quelqu'un qui m'attend, qui va me reconnaître, où je vais rentrer chez moi. Quand est-ce que je rentre chez moi ? J'ai beaucoup ce sentiment qui revient. Et du coup, je me suis dit, peut-être, je sais pas ce que c'est, mais peut-être qu'en voyageant, je vais trouver un endroit dans lequel je me sens vraiment chez moi. Et donc, c'est pour ça, à la base, que j'ai commencé à voyager.
comme on peut s'en douter, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Chez soi, c'est à l'intérieur. Je me suis pas trouvée à l'autre bout du monde. Pour moi, ça, c'est un peu des conneries. Et voilà, ça n'est pas arrivé. Sauf qu'en voyageant, j'ai compris qu'en fait, effectivement, comme tu l'as très bien dit, j'avais plein de croyances, plein de couches d'oignons, plein de peurs, en fait, j'avais un poids d'injonction qui me pesait sur les épaules qui était énorme. Et je me suis dit, en fait, ok, comment est-ce qu'on défait tout le bazar ? Et c'est là que j'ai commencé à tirer des fils. J'ai commencé à méditer, j'ai commencé à me balader, j'ai commencé à partir dans des retraites toute seule, j'ai commencé à faire des séminaires, j'ai commencé à rencontrer des gens, jusqu'à ce que je me dise, en fait, hey, stop, moi j'ai plus envie de parler tout le temps de fitness, d'alimentation. J'aime ça, mais j'aime pas que ça. Je suis plus large que ça. Je suis plus vaste que ça. J'ai plein de facettes. J'ai envie de pouvoir exprimer toutes mes facettes. Je suis pas sortie d'une boîte pour me remettre dans une autre. Et c'est là où est née Chloé Bloom. Où j'ai dit sur les réseaux sociaux, à l'époque je crois que j'avais peut-être 20 000 abonnés, j'ai dit en fait, ok, c'est qui je suis, mais c'est pas que ça, et j'ai envie de pouvoir parler de plus de choses, donc vous verrez si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Et là est née Chloé Bloom, s'exprimer sous toutes ses facettes. J'adore, mais en fait quand tu parles, j'ai l'impression de m'écouter parler, et en fait t'as des étapes par lesquelles t'es passé, où je suis plus ou moins en plein dedans, parce que on en parlait vite fait juste avant, où je te parlais que j'ai fait de l'immobilier pendant 4 ans, avec de la création de contenu. Et il y a eu ce côté où en fait je suis pas que ça, et cette envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que pour moi l'immobilier c'est important, c'est un moyen en tout cas d'avoir plus d'argent, plus de liberté financière, mais il y a pas que ça en fait dans la vie. Exactement. Il y a vraiment pas que ça. Hier j'étais invité à un séminaire IMO, où j'étais vraiment invité en tant qu'invité de ce que je représente dans l'immobilier, et j'ai préféré annuler parce que je voulais faire ton interview ce matin. Merci beaucoup. Mais parce que ça me paraît beaucoup plus juste que d'aller dans une vie où je ne me sens plus à cette place-là. Ça fait briller mon ego de me dire, oui, j'ai réussi dans ce milieu-là, un certain, je veux dire, on se comprend, mais je veux dire, d'une certaine manière, on m'a reconnu. Mais en fait, c'est parce que je veux. Et aujourd'hui, je préfère faire des choix qui soient alignés avec ce que j'ai envie de faire. Tu vois, je trouve ça vraiment courageux. Je trouve ça très courageux quelque part parce que tu te rends compte quand même le courage que ça peut demander de se dire je le sais avec une certitude que je vais être reconnue et je vais être aimée en tant que cette personne-là, et je prends le risque de ne pas être cette personne-là, de déplaire et de forger moi, ma propre identité, etc. Et je trouve que ça demande du courage. Vraiment. C'est pas évident. C'est pas évident, mais je pense que tu l'as vu aussi, toi, quand tu fais des changements de cap. Pour toi, la vie, c'est ça, c'est à chaque fois se réaligner et trouver son cap. Je sais pas si c'est se réaligner, parce que je pense que quand t'es bien dans tes bottes, bien aligné, alors tu peux très facilement t'éloigner, mais je crois qu'au contraire, en fait, la vie, pour moi, c'est de tout expérimenter, d'expérimenter tout ce qu'on a envie de vivre et ce qui fait sens, et d'écouter constamment son tambour. Tu sais, tout ce qui va résonner, c'est juste sur le moment. Il n'y a pas de bien, de pas bien, de ça s'est aligné, ça allait pas. Pour moi, c'est un peu plus nuancé que ça. C'est en fait, tout ce que tu vas vivre est complètement juste sur le moment, même ce qui est désagréable finalement. Mais toi, tu sais si c'est ce que tu as envie tu sais que c'est les choix que tu fais, tu sais qu'ils sont alignés quand tu sens que ça tombe super droit à l'intérieur, que c'est vraiment, tu sais, c'est comme si ça tombe à l'intérieur de toi, que c'est vertical, que ça fait vibrer tout ton tambour, que tu te sens juste à ta place, et que tu sens en fait que sur le moment, c'est ça que tu choisis d'expérimenter. En fait, c'est comme si la vie pour moi, c'est marcher et dans des bottes qui sont à ta taille. Ah, j'adore. C'est vraiment cette image. Et il y a plein de moments où, oulala, les bottes, elles commencent à être un peu trop petites ou un peu trouées, ou oulala, ça prend l'eau. Et hop, ok, bon allez, je change de paire de bottes ou je me remets dans des bottes qui sont plus à ma taille. Linda Bortoletto, que j'ai interviewée il n'y a pas longtemps, qui est une grande voyageuse, elle disait que tous ses choix, elle les fait en écoutant sa discothèque intérieure. Ah, j'adore. Si ça commence à danser et qu'elle ressent les vibrations, la musique, elle y va. Et elle dit au début, c'est une toute petite discothèque que j'entendais. Et puis au fur et à mesure que je m'écoute, cette discothèque, elle grandit. J'aime bien ce genre d'image. J'adore. Parce que je trouve ça parlant finalement, comme toi, avec les bottes aussi, les bottes à sa taille. C'est des images où, en fait, on peut se raccrocher, tu vois. Est-ce que là, je sens que mes bottes, elles sont trop grandes ou trop petites, ou est-ce que je sens la discothèque ? Et chacun prendra son image. T'as vachement expérimenté, en fait, du coup. T'as fait le séminaire de Tony Robbins, t'as fait des retraites, t'as fait du chamanisme aussi. T'as fait de l'ayahuasca peut-être aussi, t'as tout essayé. T'as tout essayé. J'ai essayé plein de trucs. Enfin, c'est pas que j'ai même essayé plein de trucs, c'est que en fait c'est le chemin dans le sens où
moi, j'étais à 2 doigts de me séparer de mon chéri en Australie et j'en pouvais plus. J'avais envie de me prendre une semaine toute seule et d'aller faire un séminaire ou une retraite. Je vois qu'il y a un truc pas très loin de ma ville en Australie où j'étais, d'un certain gars qui s'appelle Tony Robbins. Je sais même pas qui c'est. Tu connaissais pas. Ah bah non, je sais pas qui c'est. Je me suis dit, bon, je sais pas qui c'est. J'espère qu'il fait des trucs cool, on verra bien. Puis j'arrive, puis je vois plein de gens avec des casquettes Tony Robbins et tout. Je me dis, c'est bizarre, il a vachement connu ce mec quand même. Et je me dis, bon, ça fait un peu secte leur machin là. Et on arrive et je vois qu'en fait on est 10 000 et je me dis ah oui en fait c'est un gros truc. Donc tu vois ça a commencé par là. Aujourd'hui je retournerai plus dans ce genre d'événement mais en tout cas sur le moment c'est ce dont j'avais besoin, c'est ce qui était juste. Donc tu vois ensuite voilà le cheminement s'est fait. Effectivement moi je travaille pas mal avec le chamanisme, avec l'énergétique, avec mes capacités extrasensorielles. Enfin je travaille beaucoup avec ça. Mais tu vois ça c'est tout le cheminement personnel et c'est encore une fois quand ça sonne juste, il y a des moments où j'ai pas du tout besoin de pratique quelle qu'elle soit et il y a d'autres moments où je sens que j'en ai besoin et hop je m'y reconnecte. Et un des trucs qui est super important pour moi c'est que ce chemin s'accompagne dans la profondeur et dans la spiritualité et dans l'authenticité, s'accompagne autant de l'acceptation de notre superficialité et de la vie hyper matérialiste qu'on vit finalement. Et j'insiste là-dessus parce que tu vois, souvent quand tu chemines et que tu apprends à te connaître et que tu noues des liens avec ta propre spiritualité, un petit peu tout ça, tu commences par... parfois tu peux, en tout cas c'est ce qui s'est passé chez moi, avoir envie d'éteindre cette autre part de toi qui adore le matérialisme, qui adore aussi les paillettes, qui est dans une vie qui parfois est à 100 à l'heure et tout. Et je crois qu'en fait le chemin c'est aussi de savoir un peu réconcilier les deux. Il y a de la place pour tout ça. Mais on est encore sur la dualité. Oui, désolé, je reviens toujours là-dessus. Non, mais c'est hyper important, tu vois, t'as totalement raison. Enfin, moi, je suis fan d'Apple et le dernier iPhone, je l'ai acheté. Mais à côté de ça, je suis rentrée et j'ai médité. Voilà, ça m'empêche pas, en fait. Ça m'empêche pas de me faire plaisir sur des choses qui sont ultra matérielles et de me reconnecter quand même à moi. Tu vois, là, avant d'arriver, j'ai passé un peu de sauge. J'ai bien senti en arrivant. J'ai bien senti. Tu vois, ce genre de petites... C'est des trucs bêtes, moi, ça me fait du bien. Il y a 4 mois maintenant, je suis partie en Inde parce que j'en pouvais plus de la spiritualité. Et je suis partie en Inde. Ouais, mais je comprends vraiment. C'est un choix un peu étonnant, mais parce que j'en pouvais plus et j'ai compris qu'effectivement, il m'a fallu 24 heures pour rencontrer quelqu'un qui m'a sorti direct. Il n'y a pas de... tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Exactement. Et il s'agit d'harmonie. Exactement. Et c'est même pire que ça, il s'agit de son harmonie, qui n'est pas l'harmonie de l'autre. Exactement. De ton harmonie, de ton équilibre. C'est vraiment le principe du Tao. Comment est-ce que tu vas harmoniser ces polarités yin-yang à l'intérieur de toi, les polarités féminines, masculines, les polarités belles, moins belles, la lumière, l'ombre. Pour moi, c'est vraiment devenu une philosophie de vie de me dire comment est-ce que je peux harmoniser même les plus grands paradoxes à l'intérieur de moi et les polarités qui s'affrontent le plus à l'intérieur de moi. Et des fois, c'est des paradoxes où tu te dis c'est impossible de trouver un compromis entre les deux. C'est impossible. Tu vois, l'exemple que j'ai dans ma vie et que c'est encore aujourd'hui vraiment un challenge d'harmoniser ces deux polarités, c'est qu'il y a une part de moi, la femme solaire, qui adore porter sa voix en public, qui adore faire passer des messages, qui aime être sous les projecteurs, entre guillemets, qui a envie d'entreprendre, qui a envie de voir grand. Il y a vraiment cette femme-là à l'intérieur de moi. Et d'un autre côté, il y a aussi cette femme hyper introvertie qui a juste envie, c'est d'aller se mettre dans sa tanière à l'autre bout du monde, qu'on ne lui parle plus, elle ne voit plus personne, elle est juste avec son mec, elle fait sa poterie, elle joue de la flûte, elle fait ses tout petits trucs. Personne lui parle parce que ça l'épuise et elle pourrait se contenter d'amour et d'eau fraîche jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a ces deux trucs-là à l'intérieur de moi. C'est dur à réunir. Tu peux te dire, attends, c'est pas du tout ensemble, qu'est-ce que je fais ? J'arrête mon job, je le continue. J'arrête mon job, je le continue. Donc je suis tout le temps un petit peu dans ce paradoxe et au moins... Franchement, je pense que c'est une fois par jour, même si la pensée dure 1 seconde, parfois c'est une pensée qui dure 1 heure, j'ai une pensée de je plaque tout, je retourne à l'anonymat et je pars vivre, mais comme une introvertie. Tous les jours, même si ça dure 1 seconde. Et c'est là où je me suis posé plein de fois la question de ok, du coup, est-ce que en fait je suis dans une voie qui n'est pas alignée à moi ? Est-ce que finalement je me force pas à incarner ce rôle de Chloé Bloom ? Finalement, c'est pas aligné à moi, c'est pas ce que je veux. Je me suis souvent posé la question et en fait la réponse c'est que je veux les deux. Tu vois ? Donc ok, comment on va faire ? Comment on va trouver le compromis ? Donc c'est mon job à moi et il y a que moi qui puisse faire ce job, c'est d'apprendre à harmoniser ces polarités en moi. C'est ma responsabilité. Comment est-ce que je peux satisfaire une part et une autre et pourtant qui sont pas du tout d'accord et qui revendiquent pas les mêmes choses à l'intérieur de moi ? Et donc ça, c'est le principe de la vie.
de faire en sorte et d'être responsable de l'harmonisation de ces polarités à l'intérieur de toi. Donc de créer la vie qui permet ça, quand on peut, quand on a les ressources, quand on a les moyens, quand on a l'entourage, d'avoir des habitudes de vie qui permettent ça, d'avoir des discussions parfois difficiles qui permettent ça. C'est un travail de tous les jours. J'ai une question qui est la question de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline. Ok. Tata Jacqueline, c'est la tata qui vit sa vie et tu vas voir, elle a pas forcément la vie la plus simple parce que justement, elle me disait, quand elle a su que je te recevais, elle a été voir ton profil et tout, et elle voyait justement cette idée, je travaille sur moi, je voyage, etc. Et elle me dit, mais moi j'ai un boulot de merde, je gagne 1200 balles par mois, j'ai mes enfants, j'ai mon mari qui me fait chier. Où je trouve le temps de trouver ces moments de reprendre ma dualité, d'être dans l'acceptation de mes rêves et en même temps ce quotidien qui me fait souffrir. Et du coup, elle dit, c'est facile pour Chloé Bloom parce qu'elle, elle a son mec qui est beau, elle est belle, elle voyage, elle a son Instagram. Moi, ma vie est beaucoup moins sexy. Comment je fais ? Alors, c'est une super question et il y a 2 réponses. La première, c'est que cette remarque de Tata Jacqueline est très importante parce que beaucoup d'entre nous, on oublie le privilège que c'est de pouvoir s'intéresser au développement personnel et à la spiritualité. Ou même, tu sais, je parle très souvent de travail de l'ombre, de dualité, d'aller voir nos blessures. Faut pas oublier que c'est un privilège et que tu as des gens qui vivent des situations dans la vie où ils sont dans des pays qui sont en guerre, ils sont dans des pays où il y a de la violence, ils vivent des choses qui sont atroces. C'est absolument pas leur préoccupation numéro 1 de faire du développement personnel, de travailler sur eux ou d'aller voir leur mémoire ou leurs blessures ou quoi que ce soit. Leur préoccupation numéro 1, c'est de survivre, c'est d'avoir à manger, c'est de pas se faire tuer, etc. Donc effectivement, c'est un immense privilège et je crois que tous les gens qui regardent cette vidéo ont ce privilège et donc on doit vraiment le reconnaître. La deuxième chose, et c'est pour ça que mon podcast s'appelle La vie suffit, c'est que je suis convaincue que cette plus grande reconnexion à soi, cette grande acceptation de nos parts d'ombre et la reconnexion à ce qui fait sens pour nous, elle se situe dans la vie de tous les jours. Elle se situe pas dans des bouquins de dev perso ou autres, et pourtant j'écris des bouquins de dev perso, tu vois. Elle se situe dans la vie. C'est comment, dans la vie, petit à petit, tu vas être capable d'exprimer un peu plus une petite part de toi que tu essayes de refouler la plupart du temps. Comment est-ce que Tata Jacqueline, elle va, oser dès demain exprimer un peu plus la séductrice ? Comment est-ce qu'elle va oser un peu plus exprimer peut-être sa colère, son ras-le-bol, ses ambitions ? Comment est-ce qu'on va arriver à tout petit, mais vraiment petit pas par petit pas, c'est vraiment la théorie des petits pas, exprimer de plus en plus un petit peu qui on est. Et donc parfois ça va passer par le fait d'avoir des discussions qui sont désagréables, de mettre fin à certaines relations, de dire ce qu'on veut, de dire oui, de dire non, de prendre des décisions qui sont pas simples, de prendre des risques, mais encore une fois, on fait comme on peut avec les outils qu'on a sur ce moment-là, et j'insiste vraiment, mais on part pas tous du même endroit, on n'a pas tous ce même sac à dos. Après, c'est facile de croire que pour les autres, c'est facile quand ça paraît facile. Donc, pour expliquer ma pensée, c'est que quand on voit Chloé Bloom sur les réseaux, ça paraît très facile, mais on oublie que c'est difficile d'en arriver jusqu'à ce point-là. C'est difficile d'en arriver jusqu'au stade où tout le monde croit que c'est facile. C'est que ça m'a demandé aussi beaucoup de choix, ça m'a demandé, et ça me demande toujours des décisions qui sont pas faciles, et que ma vie... alors, j'adore ma vie et j'ai une très belle vie, c'est sûr, mais tout le monde ne voudrait pas ma vie parce que je vis aussi dans ma vie plein de choses qui sont pas faciles et beaucoup de gens n'ont pas envie forcément de faire ces sacrifices-là. Je peux donner un exemple qui est tout bête, j'en parlais hier avec une jeune femme que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a appris il y a quelques mois que ma maman est malade et qu'elle a une maladie qui est grave. On lui a diagnostiqué un cancer et j'ai appris ça la veille de partir à l'autre bout du monde. Et là, on se retrouve à prendre une décision qui est très difficile, c'est est-ce que je reste auprès de ma maman pendant son traitement pour son cancer ou est-ce que j'annule pas mes billets et je pars à l'autre bout du monde ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai une discussion difficile avec elle ? Est-ce que je reste avec elle ? Qu'est-ce que je fais ? Comment ça se passe ? Et c'est des choix qui sont pas faciles. Et moi, j'ai fait le choix d'être loin. J'ai discuté avec ma maman, j'ai fait le choix d'être loin. J'ai fait le choix qu'on s'appelle tous les jours et d'être là pour elle. Mais il y a tous les jours... C'était pas facile pour moi de vivre ça. Et il y a des gens qui ne voudraient pas vivre ça et qui disent en fait, moi je pars pas à l'autre bout du monde, je reste avec toi, je reste à tes côtés, je reste en France. Donc c'est facile de dire oui, c'est génial, elle adore, elle vit à l'autre bout du monde, mais ça demande aussi, à contrario parfois, des décisions ou de vivre des choses qui sont pas forcément faciles. Tout est qu'une question de perception. Exactement. Tout le temps. Et quand on voit en fait les autres...
on a des jugements et on ne sait pas réellement ce que vivent les autres et on n'est pas à l'intérieur d'eux. Et on a ces sortes de lunettes de couleur selon ce qu'on regarde, en plus à des moments différents. C'est-à-dire que nos lunettes peuvent changer de couleur par moment. Et ça me fait beaucoup de bien ton témoignage. En même temps, je l'anime. Mais quand je t'écoute, parce que ces derniers temps, là, la rupture a été très très compliquée pour moi. J'ai eu des moments, mais où il y a 3 semaines, je fais une séance de Kundalini à Paris, un peu en haut, tiens, je vais aller faire ça va me faire du bien. Je suis rentrée, je devais nourrir le chat d'un ex, pas de mon dernier ex, mais d'un autre ex. Et je devais traverser le périph' pour rentrer chez moi à Levallois. Et je déteste le périph', surtout de nuit, mais c'est un endroit que je déteste. Je sais pas, c'est un pari que je n'aime pas. Et je rentrais et je me disais, mais regarde où t'en es. Tu vas nourrir le chat d'un ex, t'es une merde, tu rentres dans ton 17 mètres carrés, t'as rien fait de ta vie, t'es vieux, t'es ridé, t'es moche. Et j'étais mais que là-dessus, et j'ai vu comment, en fait, intérieurement, malgré toutes les choses positives, selon les gens, parce que les gens me disent c'est incroyable, t'as fait de l'immobilier, t'as un podcast, t'es journaliste, t'es ceci, t'es cela. Et en fait, ce jour-là, mais il y avait un truc, mais en fait, au fond de moi, mais je suis mort, en fait. Il n'y a rien. Et j'ai eu des pensées qui étaient très négatives, qui étaient très sombres, qui ne me ressemblent pas. Et j'étais là, mais comment je vais faire pour traverser ce chaos que je traverse actuellement ? Et c'est ça qui est... Comme pour toi, en fait, on ne sait pas ce que tu traverses. On ne sait pas ce que les gens traversent et du coup, on ne peut que avoir des jugements qui sont dans des comparaisons. Mais dans la réalité, les choses peuvent être tellement plus difficiles. On fait juste des suppositions, tout le temps. On fait juste des suppositions tout le temps et c'est pour ça aussi que parfois on passe à côté des plus grands drames que vivent nos proches. Mais on fait juste des suppositions sur ce que les gens vivent. Après, bon, là, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extrapolé aussi. On voit 1% de la vie des gens et effectivement en général on partage que ce qu'il y a de plus positif, surtout quand on a envie de semer des graines positives dans la tête des gens, tu vois. Donc évidemment, mais je suis complètement d'accord avec toi, je crois qu'on sait jamais vraiment avec quoi deal quelqu'un en son fort intérieur, on sait jamais en fait. On sait jamais, et tu vois, même ces pensées sombres que tu as eues, c'est des moments, ça m'est déjà arrivé d'avoir des pensées sombres comme ça, d'avoir juste envie que tout s'arrête, de fermer les yeux et que tout s'arrête, de rentrer là-haut. Et ces moments-là, tu te sens tellement seul, parce que tu sais que personne va comprendre ce qui te traverse. Personne, même si tu l'expliques, personne va te comprendre. T'es tout seul. Et d'où l'importance de savoir aimer assez cette vie pour avoir envie d'y rester, de savoir envie d'aimer son corps pour avoir envie d'y rester, d'aimer ce qui on est pour avoir envie de l'exprimer, d'aimer ce qu'on veut expérimenter, d'aimer nos choix, d'aimer tout ce qui nous compose, pour se dire en fait j'aime tellement, tu vois, cette vie qui me traverse, j'aime tellement être en vie, j'aime tellement expérimenter ma vie, qui je suis, j'aime tellement l'expérience de Nicolas, tu vois, c'est ça, j'aime tellement l'expérience de Nicolas dans ce monde qu'il n'y a rien qui pourra m'enlever ça. J'ai envie de profiter de Nicolas dans cette vie, tu vois. Et je rêverais que tout le monde puisse arriver à cette conviction, en tout cas à ce désir, tu vois, partout dans le monde. Je rêverais de ça. Je pense que du coup, les gens seraient un peu moins aigris, qu'il y aurait moins de violence, qu'il y aurait moins de suicides, qu'il y aurait moins voilà, d'événements graves, qu'il y aurait moins de solitude aussi, et qu'il y aurait moins de misère sociale, qu'il y aurait moins de misère même émotionnelle, je crois. Dans l'idée, ça va mieux. Mais par contre, tu vois, dans ce que tu dis là, effectivement, quand on va pas bien, qu'est-ce que je peux avoir des jugements sur les autres qui me traversent tout le temps. Les autres sont toujours mieux, de toute façon. Tout le temps. Mais je suis en chemin. On avance. Exactement. Petit pas par petit pas. Exactement. Et le but, c'est même pas de plus avoir de jugement. Le jugement, c'est aussi ce qui nous permet, tu vois, de composer notre réalité. C'est complètement normal. Mais en effet, il y a une phrase que j'ai entendue un jour d'une de mes mentors, il y a quelques années, qui m'avait dit les gens les plus malheureux deviennent les gens les plus égoïstes. Ça m'a beaucoup marqué. Parce que tu te rends compte qu'en fait, quand t'es malheureux, quand tu vas pas bien, c'est là où tu as le risque de devenir toxique en fait. Tu deviens relou, tu parles que de tes problèmes en général, ou quand t'en parles pas, en fait tu deviens pénible, tu juges les autres, t'es plus agressif, tu projettes beaucoup de choses sur les autres. Et tu vois, même
le travail au sein du couple, nous on le voit aussi beaucoup dans notre couple. À chaque fois que mon compagnon ou moi, on était malheureux, on traversait des phases qui étaient difficiles, l'autre se sentait énormément tiré vers le bas parce que on était exécrable, on était désagréable, ça tournait tout le temps autour de nous. L'autre ne pouvait pas exprimer sa joie ou vivre ses réussites. Et on l'a vécu tous les deux, chacun à notre échelle, à des moments différents. Mais à chaque fois qu'on est en souffrance, on devient aussi plus égoïste. Donc c'est toujours cette même idée, et finalement à laquelle on revient, c'est que quand tu es égocentrique, tu commences à prendre soin de toi. C'est la théorie du masque à oxygène dans l'avion, c'est la même chose. Tu commences par prendre soin de toi, tu commences par, certes, te regarder, faire du bien, cheminer. Et quand tu es bien, quand tu vibres bien haut, quand tu es bien ouvert, le cœur bien ouvert et bien dans tes basques, c'est là où tu es capable de prendre plus soin des autres et d'être plus agréable et que tu es un meilleur chéri, un meilleur papa, une meilleure maman, un meilleur coach, un meilleur accompagnant, une meilleure Chloé Bloom. C'est quand tu es bien. C'est quand tu es bien. Donc, d'où l'intérêt, en fait, d'apprendre à déjà être bien chez soi. Pour être bien avec les autres. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand ? J'hésite entre la relation de couple ou... Non, honnêtement, je crois que c'est 3 choses combinées. Je crois que c'est faire mon métier en vivant de cette manière-là, c'est-à-dire loin de tout, voire nomade, en étant en couple avec un chéri complètement différent de moi et qui fait aussi un métier en ligne. Je crois que c'est ce que j'ai osé de plus grand parce que c'est des défis et des challenges de tous les jours sur tous les plans. Et c'est extrêmement confrontant, extrêmement difficile. Ça a été source de beaucoup de stress. On a failli se séparer parce qu'on vit une relation qui est forcément qui nous apprend beaucoup et qui nécessite aussi beaucoup de travail. Je fais un métier qui vient appuyer sur mes plus grandes insécurités et mes plus grandes peurs, à savoir être jugé par les autres, ne pas plaire, décevoir les gens, être critiqué, ne pas être aimé par tout le monde. Donc j'ai quand même choisi le métier parfait pour ça. Voilà. Et d'être loin de tout et d'être nomade, c'est aussi, malgré ce qu'on peut penser, un style de vie qui est très très challengeant parce que t'as jamais de chez toi, t'as nulle part où rentrer, tu peux pas rentrer chez toi. Même quand ça va pas, tu peux pas rentrer chez toi, tu n'as pas de chez toi. Donc le seul endroit où tu rentres chez toi, c'est un endroit où il y a même des cheveux qui sont pas à toi et t'as un style de vie où t'as pas d'enracinement en fait. Donc je crois que c'est vraiment ce truc que j'ai osé, c'est même pas de plus grand mais de plus challengeant. Mais si on parle de grandeur, je crois que ce que j'ai osé de plus grand, c'est de commencer à petit à petit, tout doucement, à commencer à affirmer qui je suis à l'intérieur. Et ça, je crois que c'est le truc le plus grand. Tu parles beaucoup de ton couple, et notamment encore plus sur les réseaux actuellement. C'est important pour toi, aujourd'hui, le couple pourquoi c'est si important ? Je suis pas sûre d'avoir la réponse. Ça a toujours été important pour moi. Même en étant petite, je savais que j'avais envie de trouver une âme sœur. J'avais envie de trouver vraiment un partenaire de vie. Un partenaire de vie avec qui je puisse être moi, avec qui je puisse être forte, avec qui je puisse être faible. J'ai toujours eu cette volonté-là. Bien que je crois pas en la bonne personne, tu vois, je crois qu'il y a que la personne avec qui je décide d'être et avec qui tu construis vraiment une relation. Je crois que le plus important pour moi, c'est vraiment de retenir que la relation de couple, c'est sûrement le lieu où sont mises en jeu le plus de nos insécurités, le plus de nos peurs, le plus de nos parts refoulées, le plus de nos blessures. Parce que t'investis tellement de choses dans la relation de couple. T'investis ton corps, ton cœur, ta tête, tes tripes, t'investis tout. Donc il y a toutes tes blessures dedans, il y a toutes tes peurs, il y a toutes tes projections. Il y a tout ton passé, il y a ce que tu crains le plus, ce que t'aimes le moins chez toi, ce que t'aimes le plus chez toi. Il y a tout ça qui est en jeu dans la relation. L'autre, il est en miroir constamment avec toi. Ça te reflète tout ce que t'aimes de toi et tout ce que t'aimes pas. Ça te demande de mettre sur la table ce que tu veux le moins mettre sur la table. Ça te demande de donner ce que tu veux le moins donner. Ça te demande de recevoir parfois ce que tu veux le moins recevoir. Et c'est un travail de miroir permanent, un travail de compréhension permanente de quelqu'un qui n'est pas toi, donc qui est différent de toi, donc qui ne comprend pas qui tu es profondément dans toutes tes tripes et vice-versa. Donc c'est un travail d'arriver à se défaire des suppositions, à exprimer tes limites, ton consentement, tes désirs. C'est un travail de finesse, c'est de l'orfèvrerie en fait le truc. Pour moi c'est passionnant. Je pense que le couple, on pourrait repartir sur une nouvelle heure si on devait parler que du couple. Ah oui, non mais c'est un chemin qui est initiatique, c'est... Ouais.
Donc là, vu qu'on arrive à la fin de cet épisode, j'ai quand même une petite question. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui ? Je suis heureuse. Je suis heureuse, à ma manière, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que malgré les souffrances dans la vie et les plaisirs, et on en vit tous à notre échelle, je me sens au bon endroit. Je me sens au bon endroit, je me sens accompagnée par la main, je me sens bien entourée et je suis exactement dans une vie que j'ai envie d'expérimenter et j'ai enfin accepté que j'avais signé pour des hauts et des bas. Et je crois que c'est pour ça que je suis heureuse. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange qui était, que j'ai trouvé vraiment très fort. Moi, de toute façon, quand je t'ai vu l'année dernière au Salon Zen, j'ai su pourquoi je voulais t'interviewer et c'est une évidence, en fait, tout simplement. Merci infiniment. J'interviewe pas les gens, entre guillemets, par hasard, c'est que ça vibre en moi. Et j'espère en tout cas que ça aura vibré à tous les gens qui auront écouté cet épisode sur finalement l'acceptation et cette acceptation qui passe par un véritable chemin où, comme tu l'as dit, il y a des hauts et des bas et ça fait partie de la vie. Et en fait, si on se lâche un peu l'affaire, si on se souffle un peu, et ben en fait les choses peuvent peut-être passer plus facilement. Exactement. Tu sais, Fabrice Midal, il a une phrase magnifique pour ça. Foutez-vous la paix. Exactement. Voilà, ouais. C'est magnifique. Merci infiniment, c'était très chouette. Où on peut te retrouver ? Sur tous les réseaux sociaux, Chloé Bloom, c'est facile. Et après, je pense que pour ceux qui veulent plus de... Donc, regardez sûrement l'interview, qui veulent plus de profondeur, le podcast qui s'appelle La vie suffit, qui est un podcast qui est très varié, où je vais aborder plein de sujets différents. Je pense que ça reste la meilleure source pour vraiment apprendre à me connaître et puis juste apprendre à discuter aussi de réflexions que tout le monde a, mais où parfois on a du mal à mettre les mots dessus. Et ton livre ? Et mon livre, évidemment. Déployer l'amour de soi, Exactement. qui est toujours disponible. Et justement, vu que j'ai lu quelques passages, si des gens veulent aller un peu plus loin, je pense qu'ils apprécieront beaucoup, comme j'ai également apprécié. Je suis ravie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère en tout cas que cet épisode t'a fait écho, qu'il t'a fait écho autant qu'il m'a fait écho. C'est un épisode qui est resté assez suspendu pour moi. Enfin, quand je dis suspendu, c'est que j'ai eu le sentiment d'un temps suspendu avec Chloé pendant 1 heure. C'était un échange qui m'a extrêmement... comment on va dire ça ? Pas perturbé, mais enfin, qui m'a extrêmement nourri. Je m'attendais pas à une telle connexion. Et sincèrement, tout ce qu'elle a dit, ça a résonné en moi et j'espère que ça a vraiment résonné en toi sur l'amour de toi, sur comment tu peux t'accepter avant tout et ne pas forcément être dans l'effet miroir avec les autres. Le plus important, c'est qui tu es et comment t'accepter toi. Donc, je te souhaite vraiment d'aller vers ce chemin-là. C'est un chemin qui peut prendre du temps, mais qui est possible. Je te dis à très très bientôt et n'oublie pas quand même que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est ce qui me permet, en fait, plus il y a un référencement de mon podcast, plus je peux aller chercher des personnes inspirantes comme Chloé. Donc, je t'assure qu'une simple petite note de 5 étoiles peut changer énormément de choses pour ce podcast et un commentaire encore plus. Donc, n'hésite pas. Et mon Instagram, Osé by Nico, pour voir les vidéos pépites de cette interview. Je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!